Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue, 7h43. Merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner politique d'Olivier Marleix, qui est député Les Républicains d'Eure-et-Loir. Oui, bonjour Olivier Marleix. Bonjour. Vous êtes l'homme qui avait fait bouger les choses, notamment dans le dossier l'affaire Alstom General Electric. On va en reparler dans un instant, de même qu'on va reparler d'EDF avec un mouvement de grève. Deux mots quand même sur la politique, puisque vous êtes républicain. Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants de la France Insoumise devant la justice. Procès politique ou procès tout à fait logique, car intimidation et rébellion. Oui, intimidation, rébellion, bon, tout ça peut peut-être paraître un petit peu excessif, mais il faut reconnaître que le personnage est un peu excessif lui-même. Donc voilà, il s'est mis dans cette situation. Il n'est pas le premier à avoir subi une perquisition au siège de son parti. C'est jamais être un moment agréable. J'observe que François Bayrou, au Modem, par exemple, a été beaucoup plus discret lorsqu'il y a eu des perquisitions au Modem. Donc voilà. Oui, donc voilà, finalement procédure normale, quoi. Hein. Voilà, quand on est excessif, on s'expose à vivre des moments un peu excessifs. Oui, s'il était condamné, ce serait quand même dur, un coup dur pour la vie politique française. J'imagine qu'il le sera, dès lors que le parquet a retenu une rébellion, outrage, etc. Voilà, bon après, j'espère que les peines ne seront pas disproportionnées. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon est trop excessif aussi, il le paye, quoi. C'est ce que vous dites. Oui, c'est un personnage théâtral, visiblement, qui en rajoute. Ce jour-là, encore, il n'a pas fait preuve tout à fait de retenue et la discrétion qu'on aurait pu attendre d'un parlementaire. Donc, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus discret dans votre famille, c'est Xavier Bertrand. Il revient ce soir, on va le voir à la télévision. Est-ce que c'est le sauveur de la droite, Xavier Bertrand? Vous qui êtes républicain, Olivier Marleix. Écoutez, c'est le sauveur de la droite dans les Hauts-de-France. En tout cas, il est président de cette région. Voilà, président qui est assez énergique sur son territoire, qui fait beaucoup. Voilà, j'espère que il s'est un peu éloigné de la famille politique. Mais il pourrait revenir et sauver votre famille. D'ailleurs, de manière pas totalement élégante de mon point de vue, lorsqu'il l'a fait à l'égard de Laurent Wauquiez. C'est la vie politique. Là encore, ce sont ses excès. À titre personnel, je regrette. Voilà. Après, il n'est pas très éloigné non plus. Mais est-ce que c'est potentiellement quand même le meilleur opposant, en tout cas à droite, d'Emmanuel Macron en vue des prochaines... Je ne suis pas qualifié pour distribuer des titres. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il ait cette ambition. Aujourd'hui, il est président de sa région. Il a monté sa structure comme beaucoup d'autres l'ont fait, comme l'a fait Valérie Pécresse. Moi, je regrette quand même, effectivement, les gens qui oublient un petit peu le collectif. Voilà, c'est ce qui doit primer dans notre famille politique. Oui. Olivier Marleix, encore un mot politique aussi. Vous avez vu, Emmanuel Macron chasse, dit-on, sur les terres de la droite en parlant d'immigration. Est-ce qu'il a raison dans ses déclarations? Oui, alors moi ça m'inquiète beaucoup je trouve ça très révélateur sur la personnalité du président de la République. Je trouve ça très inquiétant. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on a un président de la République à la hauteur? Il y a 2 ans, il nous expliquait que l'immigration était une chance pour la France, que les réfugiés étaient une force. Ce sont ces mots que je reprends. Et aujourd'hui, il nous dit en clair, l'immigration est un problème. Donc de 2 choses l'une, soit il ne connaissait pas le pays lorsqu'il a dit ça, il ne connaissait pas les problèmes des Français, donc il est en train de faire son apprentissage. Ce serait la première fois dans ce cas-là qu'on aura un président de la République qui serait vraiment un apprenti. C'est ce que disent certains d'ailleurs, hein. Il apprend véritablement, il est arrivé à 39 ans. Donc, ou alors il change de discours en fonction des jours, des circonstances, des interlocuteurs. C'est-à-dire c'est peut-être les deux à la fois, le en même temps. Dans les 2 cas, c'est très inquiétant quand même qu'on n'ait pas un président de la République qui sur un sujet aussi important pour le pays, qui en plus est un sujet qui mérite d'être abordé avec à la fois beaucoup de conviction, beaucoup de force, mais aussi évidemment d'humanité, ne soit pas capable d'avoir des convictions solides. Oui, c'est ça. Inquiétant d'un côté, mais peut-être rassurant aussi parce qu'il change d'avis. Non, moi ça me rassure pas. Un président de la République qui est capable de changer d'avis de manière aussi rapide sur un sujet aussi important. Des situations qui évoluent, non ? Je ne crois pas. Non, la situation n'a pas évolué depuis 2017, pardon. En 2 ans, elle n'a pas évolué. Alors les syndicats, venons-en à vos combats, Alstom, EDF et tout le secteur de l'énergie globalement. Alors les syndicats d'EDF appellent à une grève massive aujourd'hui, rassemblement cet après-midi à Paris, contre la réorganisation en plusieurs branches, avec une partie détenue par l'État, puis une autre qui serait ouverte un petit peu plus au privé. Vous vous opposez à ce projet, vous. Pourquoi ? C'est un projet très inquiétant. D'abord, il faut quand même rappeler ce qu'est EDF. EDF, c'est vraiment un champion national. C'est le 2e producteur d'électricité au monde. Donc, ce gouvernement, notamment, passe son temps à nous dire qu'il faut faire des fusions-acquisitions pour créer des champions. Là, on a un champion qui vraiment fait partie, d'ailleurs, du patrimoine de la nation, du patrimoine des Français. C'est une entreprise qui appartient aux Français à 83%. C'est une entreprise qui a permis un triple miracle pour les Français. D'abord, l'indépendance énergétique, ce qui n'était pas gagné pour la France.
c'est le cas aujourd'hui. On est même exportateur d'énergie grâce à EDF. Une énergie à bas carbone, ce qui est pas neutre au moment de la transition. On est un des pays qui émet le moins de gaz à effet de serre en Europe. Et enfin, un prix de l'énergie qui est beaucoup plus bas que nos voisins européens grâce à ce mix nucléaire hydraulique. Et qui est un élément de compétitivité, c'est important aussi d'ailleurs pour nos entreprises. Depuis 40 ans, c'est un peu le seul élément de compétitivité positif qu'ont eu nos entreprises, c'est ce bas prix de l'énergie grâce à EDF. Et aujourd'hui, on nous dit que le président de la République a passé commande à EDF d'un projet de scission. On va pas rentrer dans le détail, je suis pas sûr qu'on ait le temps, mais en tout cas qui semble assez étonnant parce qu'en clair, entité bleue, entité verte. D'un côté, on met l'hydraulique, dont on sait qu'on veut l'ouvrir à la concurrence. On met les centrales nucléaires, dont on a bien le sentiment que le gouvernement n'a pas beaucoup de courage pour ouvrir de nouveaux chantiers, etc. Et tout ce secteur-là, d'ailleurs, du nucléaire, a évidemment besoin de beaucoup d'argent pour relever des défis d'avenir. Et puis de l'autre côté, on met le vert. Alors, le vert, c'est en gros les services et puis les énergies renouvelables qui font un peu fantasmer les marchés financiers. Et donc, on ouvre au marché ce qui aura le moins besoin d'argent, en réalité. Donc, c'est totalement incompréhensible. De toute évidence, pour avoir échangé avec beaucoup de spécialistes de l'entreprise, qui connaissent bien cette entreprise, c'est pas un projet qui vient de l'entreprise, c'est un projet qui ressemble plutôt à un rêve de financier. Et donc, en ce sens, c'est inquiétant. Derrière, ça pose effectivement beaucoup de questions. Est-ce que notre modèle d'un EDF intégré... Pourquoi c'est inquiétant ? Est-ce que aujourd'hui... C'est notre autonomie à terme, notre souveraineté énergétique qui est menacée. C'est d'abord effectivement la pérennité du système intégré EDF. Aujourd'hui, le système, il est formidable parce qu'on a le nucléaire qui produit l'essentiel de notre énergie, mais on a derrière l'hydraulique, qui est une formidable... nos barrages, c'est vraiment un moyen de stockage de l'énergie. Donc ça permet de répondre à des besoins ponctuels d'électricité. Tout ça permet à EDF d'avoir des solutions très souples à apporter à ses clients, à mettre les Français à l'égard des ruptures en matière d'approvisionnement d'électricité. Derrière, c'est aussi des solutions qui permettent d'avoir des coûts relativement maîtrisés, plus faibles une fois encore que partout en Europe. Si demain vous cassez ce système intégré au nom de je ne sais quel mécano financier, vous risquez effectivement de perdre ce qui fait la pertinence du modèle. Qu'on comprenne bien, Olivier Marleix, puisque vous connaissez bien ce dossier, dans quel but le gouvernement fait cela, procède à cette séparation ? C'est la première question que tout le monde se pose. Effectivement, déjà le cheminement de ce projet est assez étrange. Le président d'EDF... Il y en a bien qui vont en profiter, non ? Ou est-ce que c'est... Non, mais... Le président d'EDF a expliqué que c'était une commande du président de la République. Alors, le président de la République n'est pas évidemment à le droit de passer des commandes, mais tout le monde présente ce dossier. D'ailleurs, le président Lévy, qui est venu présenter ça au Sénat il y a quelques mois, a expliqué d'ailleurs que c'est un projet vraiment financier, comment on permet à EDF de lever plus d'endettement encore. Et je vois pas comment d'ailleurs la solution qu'il propose permettra de régler cette question. Donc on a vraiment le sentiment que c'est, une fois encore, d'abord un rêve de financier, d'abord peut-être un rêve de banque d'affaires. Les banques d'affaires de notre pays adorent disposer du patrimoine national pour nous proposer des projets de scission, de fusion, etc. Ça ressemble à l'affaire Alstom, alors, c'est ce que vous voulez dire. Alstom, on retrouve, General Electric. On retrouve cette fâcheuse tendance d'avoir en fait des l'impression qu'une fois encore que la politique industrielle de la France aujourd'hui, elle est faite par les banques d'affaires, qu'elle n'est plus faite par les gouvernements, elle ne repose plus sur une vision industrielle à long terme. Est-ce qu'il y en a une, d'ailleurs, une vision industrielle de la France aujourd'hui ? Écoutez, quand on voit le peu de cas que fait ce gouvernement, et le précédent d'ailleurs, avec une parfaite continuité, puisque M. Macron était, on le rappelle, le bras droit économique de M. Hollande pendant 5 ans, on a quand même laissé filer tout un tas de fleurons. Alstom Power en matière d'énergie. Aujourd'hui, nos 58 réacteurs nucléaires sont entretenus par les Américains, par GE, qui sont en train d'ailleurs d'annoncer qu'ils veulent revendre à la découpe l'entretien de nos centrales nucléaires. Merci. Ça, c'est dangereux, ça, hein ? Oui, bien sûr, mais derrière, une fois encore, c'est la qualité. Et puis, c'est une perte de souveraineté qui est immédiate. Aujourd'hui, on était un des 5 ou 6 pays dans le monde capables de vendre des centrales nucléaires qu'en main. Je rappelle que ailleurs qu'en France, partout dans le monde, le nucléaire est plutôt un marché en expansion. Aujourd'hui, nous avons perdu cette capacité à vendre des centrales nucléaires françaises. Nous ne sommes plus la puissance nucléaire que nous étions. Donc, il y a cette perte de souveraineté, évidemment. Donc, est-ce que là, il ne pourrait pas y avoir une bataille et l'opposition pourrait se réunir
réunir, se reconstituer pour pour présenter un projet pour qu'on garde une souveraineté énergétique. C'est capital, ça. En tout cas, chez les Républicains, j'observe que nous sommes parfaitement unis pour dénoncer, effectivement, pour dire notre inquiétude face à ce projet de scission. Il y a eu EDF a été voulu par le général de Gaulle à la Libération pour donner à la France son indépendance énergétique. Il y a eu un consensus politique depuis l'époque autour d'EDF. Ça n'a pas empêché, d'ailleurs, la droite de porter des réformes pour faire évoluer l'entreprise. Nicolas Sarkozy, en 2004, a réformé le statut. On a fait une société anonyme, a permis d'ouvrir le capital jusqu'à 60. L'État peut descendre à 70%. On n'est qu'à 83%. Ouais. Donc, si demain on veut faire entrer de l'argent dans EDF, d'ailleurs, l'État pourrait très bien ne pas toucher au statut et simplement accepter de voir sa part un peu diluée. Oui, Olivier Marleix, il vous a déjà répondu, en fait, le gouvernement, par l'intermédiaire de Bruno Le Maire, qui vous a répondu à votre question. Nous allons garantir l'intégrité d'EDF et nous allons faire en sorte que notre souveraineté et notre fleuron industriel national soient préservés. Bruno Le Maire est très doué pour manier des mots. La réalité est plus inquiétante. Une fois encore, il ment alors. Bruno Le Maire ment quand il dit ça. C'est le porte-parole de Bercy, Bruno Le Maire. Pas grand-chose de plus, malheureusement. Je suis pas sûr que ce projet soit réellement porté par lui, comme les autres. Enfin, c'est vraiment piloté par la présidence de la République plutôt que par lui. Une fois encore, c'est un projet dont personne ne voit véritablement le sens et l'intérêt pour l'entreprise. Oui. D'un mot sur Alstom, alors c'est la branche ferroviaire. Là, il y a les trains, la commande de la SNCF ne va pas chez Alstom, mais va chez l'espagnol CAF. C'est un nouveau coup dur ou pas ? C'est toujours un peu désolant, un peu navrant de voir que la France, en appliquant des règles de marché, un peu scrupuleusement, après, je connais pas suffisamment le dossier qui était sur la table. Il y aura quand même la création d'emplois en France. C'est un moindre mal. Et heureusement, Alstom a en réalité déjà un plan de charge qui quand même assure la pérennité. Là, il y a quand même un vrai sujet sur le site alsacien de réchauffement qu'il va falloir suivre. Le mot de la fin, Olivier Marleix, avec Cécile de Ménibus. Vous en parliez tout à l'heure, Emmanuel Macron durcit le ton sur l'immigration et pour éviter d'un parti bourgeois, comme il dit. Et chose étonnante, son ancien collaborateur, Alexandre Benalla, n'a pas manqué de rebondir sur un tweet en taclant Emmanuel Macron en disant: quand tu comprends que Nicolas Sarkozy est le numéro de ton ancien patron et qu'il doit l'appeler régulièrement. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça, en fait ? Oui, écoutez, cette espèce de scène de ménage entre le président de la République et son ancien garde du corps me paraît pas très glorieux. Il ne reste plus qu'à inviter Leonarda pour faire une conférence au sommet à l'Élysée. D'accord. Merci. Olivier Marleix, député Les Républicains d'Eure-et-Loir, était notre invité ce matin sur Sud Radio. Restez avec nous puisque nous allons offrir un cadeau ce matin. Restez là, tiens, ça va peut-être leur porter chance. Avec Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Gruissant. Bonjour Cécile, exactement de Gruissant. Voilà. Et vous nous appelez parce que je crois que vous avez gagné. Je suis très contente, je vous remercie. Oh là là, franchement, c'est une belle journée qui commence. Et ça c'est avec un très beau cadeau. Surtout que j'ai pas l'occasion de partir en vacances. Grâce à Sud Radio, vous partez une semaine grâce aux résidences Odalis ce matin. Et puis Olivier Marleix est très content. Il fait des bons. Il est très très content. C'est le plus beau jour de sa vie. Je vous remercie beaucoup. Je pense à vous pendant que je me délasserai un petit peu. Et puis continuez comme ça. J'adore votre radio. Vous êtes dynamique, sympathique et surtout vous avez des débats très intéressants à tous les sujets. Donc il y a une ouverture d'esprit qu'on ne trouve pas du tout ailleurs et merci pour ça. Merci beaucoup, on vous aime beaucoup aussi. Merci de nous écouter tous les matins. Merci beaucoup et je vous embrasse tous. Moi aussi, passez de très très belles vacances, 7h56. Très gentil, merci beaucoup à Sud Radio. Excellente matinée, c'est Sud Radio.